You! A Knight of the Seven Kingdoms est une adaptation des nouvelles de George W.R. Martin, Les Aventures de Dunk et l'œuf. Mais à quel point la série suit le livre? Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. La première saison suit les événements du premier livre, intitulé The Edge Knight, ou Le Chevalier Errant en français. Les adaptations des œuvres de Martin ont souvent tendance à débuter fidèlement avant de s'éloigner progressivement de l'histoire originale au fil des saisons, comme on l'a vu avec Game of Thrones et House of the Dragon. Alors, qu'en est-il de cette nouvelle série par rapport au livre ? La première saison est une adaptation d'une fidélité exemplaire, ce qui ravira sans aucun doute les fans de l'œuvre de Martin. En effet, le tout premier épisode de cette nouvelle série, intitulé lui aussi The Edge Knight, établit d'emblée que cette série est radicalement différente de ses prédécesseurs. Lorsque le thème musical de Game of Thrones retentit, les attentes du public sont déçues par une scène cocasse. Dunk en train de déféquer derrière un arbre. Un moment grossier, mais qui sert parfaitement l'épisode. Le premier épisode suit fidèlement le début de la nouvelle. Il commence exactement de la même manière, avec Dunk enterrant son mentor, Sir Harlan de l'Arbre-sous, et un profond sentiment d'inadéquation. Dans le roman, les lecteurs sont plongés au cœur des pensées de Dunk. Dans la série, la plupart de ses doutes et réflexions sont exprimés à voix haute, souvent adressés aux chevaux, ce qui permet à la fois de créer une ambiance comique et de souligner l'affection que Dunk porte aux animaux. Les scènes suivantes, où Dunk rencontre œuf à l'auberge et se rend à Sandreguet pour parler à Plummer, l'intendant et maître des jeux du seigneur de Sandreguet, sont presque identiques au livre. Après que Plummer lui a assuré que s'il est recommandé par un grand chevalier ou un seigneur, il sera autorisé à participer au tournoi, Dunk se met en quête de Sir Manfred Dondarion, puisque Sir Harlan travaillait pour son père. Dans cet épisode, Dunk se rend immédiatement au pavillon Dondarion, plutôt que dans la nouvelle. Cependant, il n'y trouve pas Sir Manfred et fait en revanche 2 rencontres. La nouvelle manquait cruellement de personnages féminins, donc l'introduction de 2 personnages féminins originaux aux répliques spirituelles est une excellente nouvelle. Red et Béonie, 2 femmes de camp ou 2 femmes qui font du hum-hum rémunéré, sont un vrai régal. À l'instar du cœur d'une tragédie grecque, elles apportent un commentaire extérieur spontané à la situation, revenant à chaque fois que Dunk recherche Sir Manfred. Dans cet épisode, Red et Béonie établissent un parallèle pertinent entre la chevalerie et le travail du sexe, soulignant que les 2 professions impliquent d'utiliser son corps et de le mettre en danger pour le divertissement d'autrui. Leurs commentaires permettent à Dunk et aux spectateurs d'appréhender la chevalerie sous un jour plus sombre, au-delà de la gloire, ce qui sied particulièrement bien à un chevalier errant comme Dunk. Red lui prodigue un sage conseil, prends soin de ton corps chevalier, c'est le dernier que tu auras probablement. Ces mots accompagneront Dunk tout au long des prochains épisodes. Lionel Baratheon d'Accalmie, surnommé l'Orage Moqueur pour son habitude de se moquer de ses ennemis lors des tournois, bénéficie d'un temps d'écran nettement plus important. On le voit ici rire abondamment et pas seulement pendant un combat. De plus, il est un ancêtre de Robert Baratheon, très probablement son arrière-grand-père, et incarne les 3 traits caractéristiques des Baratheons: le goût pour le bon vin, les bons banquets et les bons combats. Dans le premier épisode, Dunk s'introduit en douce à une fête dans le pavillon de Lionel et attire son attention. Lionel commence rapidement à apprécier Dunk et l'autorise même à porter sa coiffe à bois de cerf. Les 2 hommes boivent, discutent et dansent ensemble. Lionel, jovial et enjoué, semble flirter sincèrement avec Dunk, qui rayonne innocemment sous l'attention d'un grand seigneur. C'est Lionel qui encourage Dunk à avoir davantage confiance en lui et à assumer sa nature. Tu es grand, lui dit-il, sois grand. Un conseil que Dunk intègre, car plus tard, lorsqu'il retrouve le jeune œuf à son campement et lui demande son nom, Dunk prononce enfin le nom qu'il s'est choisi, Sir Duncan le Grand. Ce lien plus profond avec Lionel est une invention de la série, mais une invention pertinente, étant donné que les destins de Lionel et de Dunk seront liés bien après Sandreguet. La plupart des scènes de l'épisode sont tirées directement de la nouvelle, les dialogues étant transposés mot pour mot, à quelques détails près, voire sans aucune modification. Il est évident que le showrunner Ira Parker et toute l'équipe de scénaristes vouent un immense respect et une grande admiration à l'œuvre de George W.R. Martin.
Une différence visuelle notable concerne Tenzel et les spectacles de marionnettes. Dans la nouvelle, les marionnettes sont décrites comme des poupées de taille normale dont Tenzel tire habilement les ficelles au bout de ses doigts. La série, quant à elle, rend les spectacles plus spectaculaires, avec des marionnettes grandeur nature qui offrent un divertissement maximal, tant pour les habitants de Westeros qui les apprécient sous la tente des marionnettistes que pour nous, téléspectateurs. Un petit changement de dialogue que j'ai particulièrement apprécié se situe à la fin de l'épisode, lorsque l'étoile filante traverse le ciel nocturne au-dessus de nos héros. Dans le livre, Huff est censé dormir, et Dunk pense, une étoile filante porte bonheur à ceux qui la voient, mais les autres sont tous dans leur pavillon, les yeux rivés sur la soie au lieu du ciel, alors la chance est pour moi seule. Dans la série, c'est Huff qui prononce la première phrase avec sa sagesse si particulière, et Dunk lui demande incrédule, alors la chance est pour nous seuls. La caméra nous montre ensuite Huff souriant et Dunk pensif avant que le générique ne commence à défiler. Le premier épisode a supposé les bases de l'histoire et se terminer sur une note pleine d'espoir, tout en restant fidèle à l'esprit de la nouvelle. Dunk et Huff, comme la plupart des personnages, semblent tout droit sortis du livre. Mention spéciale à Raymond Fossauvois, parfait dans le rôle de son personnage du livre, qui mérite les éloges. Le deuxième épisode suit de près l'histoire racontée dans The Edge Knight, avec quelques ajouts et quelques modifications, et emmène Dunk plus profondément au cœur de Sandregué et plus près de la compétition. La quête de Dunk pour trouver un seigneur qui puisse se porter garant pour lui se poursuit. On le voit discuter de Sir Harlan avec Lord Leo Tyrell, puis faire part de sa frustration à Huff. Ma réplique préférée est sans doute le sournois « Pourquoi traites-tu ces larbins royaux comme s'ils étaient tes supérieurs ?» lancé par Huff pour redonner confiance à Dunk. Les deux compères partagent également d'autres scènes amusantes, et le jeune écuyer qui joue les entremetteurs pour Dunk auprès de Tenzel était tout simplement hilarant. Un travail de recherche considérable a manifestement été effectué pour créer le champ aux abords de Sandregué et le rendre aussi fidèle que possible à un tournoi médiéval. C'est formidable de voir que les tournois ne se limitent pas aux joutes avec notamment des fêtes et des jeux improvisés. Je suis ravi que les scénaristes aient fait affronter Lionel Baratheon au Tyrell au tir à la corde, car cela a donné lieu à une scène amusante et légère. Et pour ceux qui connaissent la relation entre Lionel et Dunk, nous avons bien entendu Dunk appeler familièrement un grand seigneur par son prénom, et nous avons vu ce dernier lui donner une tape sur les fesses. Je te vois venir, Lionel. La sensibilité de Dunk, lorsqu'il évoque la vie de Sir Harlan, son héritage et son lien avec sa propre confiance en soi et son destin, est traité avec une justesse remarquable, suffisamment puissante pour toucher même les plus cyniques, sans pour autant tomber dans le pathos. Ai-je mentionné à quel point les scénaristes excellent dans l'art de trouver un équilibre parfait. La famille royale arrive et nous rencontrons pas moins de 4 princes Targaryens. Certes, leur introduction peut paraître un peu décevante, et c'est tout à fait voulu. Fini le temps où les Targaryens inspiraient la loyauté par la seule crainte de leur dragon. Désormais, ils doivent la mériter, et rares sont ceux qui y parviennent. Mais le prince Baelor Brise-Lance en fait assurément partie. Il n'a peut-être pas l'allure d'un personnage hors du commun comparé à Rhaenyra ou Daemon, et n'a peut-être pas leur chevelure valérienne si particulière, hérité de sa mère, la princesse dornienne Miriam Martell, mais il compense largement par sa bonté et sa sagesse. Plutôt que d'afficher sa puissance, il impose son autorité sans effort, avec ses manières courtoises, son respect et sa douceur loin de toute arrogance. Son frère Méccar, c'est une autre histoire. Il passe tout son temps à l'écran à se moquer, et le fils de Méccar, Aerion, est la définition même d'un enfant gâté. Nous avons fait la connaissance d'un autre personnage attachant, le forgeron qui forge l'armure de Dunk. L'introduction de Crâne d'Acier est plus rapide que dans le livre, mais non moins marquante. Je regrette seulement qu'il n'ait pas conservé la scène où Dunk s'agenouille pour que Crâne d'Acier prenne ses mesures. C'était une occasion manquée de créer une scène qui, visuellement, aurait fait écho à un adoubement. Métaphoriquement, cela faisait office d'adoubement pour Dunk, surtout si l'on adhère à la théorie selon laquelle Sir Harlan ne l'a jamais adoubé avant sa mort, ce à quoi je crois personnellement. Le fait que Dunk, dans sa pureté originelle, ait menti une fois, commettant en quelque sorte un péché originel, rend l'histoire d'autant plus intéressante, car il reste le plus vrai des chevaliers, malgré l'absence d'adoubement. L'idée de donner à Gwyn, la fille de Lord Sandregué, dont on célèbre l'anniversaire lors du tournoi, une réplique où elle traite Dunk d'idiot est plutôt astucieuse. Il faut bien que quelqu'un le fasse, d'après le livre, et cela porte à deux le nombre de fans qui prennent la parole dans l'épisode. Dans la nouvelle, Dunk doute constamment de son intelligence et répète des choses apprises de Sir Harlan, le traitant de bête et de lent. Plus loin dans cet épisode, il évoque même le fait d'être souvent traité d'idiot. Cependant, la série présente un Dunk capable d'avoir des idées brillantes par moment. Sa rencontre avec le prince Baelor Brise-Lance est fortuite dans le livre. Dunk ne réalise même pas à qui il parle avant de s'être ridiculisé. La série, quant à elle, propose une version différente.
Voici Dunk qui, voyant l'héritier du trône de fer arriver à Sandregué, décide de tenter sa chance. Il se rend au château dans le but précis de demander au prince Baelor s'il se souvient de sœur Arlan. Après tout, si aucun autre seigneur ne se porte garant pour lui, que lui reste-t-il d'autre que ses vaines paroles, devenir écuyer ou mercenaire? Son honneur est peut-être en jeu, mais c'est un honneur auquel personne ne semble croire. Dunk conserve sa naïveté et sa maladresse, surtout avec les femmes ou ceux qu'il considère comme ses supérieurs, mais ce n'est pas l'intelligence qui lui fait défaut, et la série excelle à nuancer ce trait de caractère. La réplique de Huff sur les bâtards feu noir, hurlée alors qu'il s'entraînait au maniement de l'épée, servait à introduire progressivement le sujet de la première rébellion feu noir qui prendra une importance croissante dans les saisons suivantes, car les germes de cette guerre civile sanglante continuent de porter leurs fruits à Westeros. Daemon Feu Noir était un bâtard du roi Aegon IV. Sa mère était elle aussi une Targaryen, la princesse Daena, qui nomma son fils d'après son propre grand-père, le prince Daemon Targaryen, personnage chaotique que nous connaissons et apprécions. Malgré cela, Daemon ne pouvait prétendre au nom Targaryen, mais son père lui avait fait un don aussi précieux qu'un nom. Feu Noir, l'épée portée par tous les rois Targaryens, dont Daemon fit son nom et, en quelque sorte, sa personnalité. Malheureusement, sur son lit de mort, le roi Aegon IV, désormais connu sous le nom d'Indigne, eut la brillante idée de légitimer ces bâtards, dont le nombre était considérable quand on sait que l'héritier légitime d'Aegon était un homme paisible, amoureux de Dorne, bon et érudit, et que son adversaire incarnait un dieu guerrier valérien à qui le roi avait légué son épée. On comprend aisément que des factions aient pu avoir intérêt à faire de Daemon un roi, et qu'une rébellion ait éclaté. Westeros a été ravagé, et nous en verrons les nombreuses conséquences, même plus tard dans cette première saison. Les 2 premiers épisodes suivent parfaitement la nouvelle. Il y a quelques changements ici et là, mais des changements pertinents qui sont convaincants dans la série. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais rajouter? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.